100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove. Du 6 au 9 août prochain, la ville de Yamoussoukro accueille la toute première édition du Festival de gastronomie et de musique. Rencontre de professionnels franco-ivoiriens de la gastronomie, concours culinaire et musical, le FEGAMI vous fait découvrir toute la richesse culinaire du terroir ivoirien. Du 6 au 9 août prochain, vive les vacances! Bonjour à tous. Notre invité politique de ce jour est Séraphin Olivier Akadje, président du Parti social-démocrate. Avec lui, nous allons essentiellement parler du processus électoral en Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Akadje. Bonjour, monsieur. Alors, à 3 mois des élections en Côte d'Ivoire, quelle lecture faites-vous du processus électoral? Bon, à 3 mois des élections du processus électoral, ce que nous pouvons dire, c'est qu'apparemment, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts et les conditions ne sont pas réunies parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'un scrutin se compose en 3 étapes. La première étape qui va consister réellement à donner aux électeurs les moyens d'aller voter, et la deuxième qui va consister réellement à l'organisation pratique, c'est-à-dire la mise en place des lieux de vote, et ensuite la dernière étape va consister réellement en ce qu'on appelle la proclamation des résultats. Alors, pour ce qui concerne déjà la première étape, il faut dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Ma foi, je pense que le ministère de l'Intérieur lui-même a reconnu que beaucoup de choses restent à faire. Déjà pour les cartes d'identité, ça met beaucoup de temps. Il y a beaucoup de difficultés pour les citoyens pour acquérir la carte d'identité. Et ça, c'est aussi la difficulté, mais lorsqu'on va encore plus derrière, ce qu'il faut réellement pour obtenir la carte d'identité, c'est vraiment beaucoup. Il faut dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas pauvres, les Ivoiriens sont misérables. Compte tenu réellement des difficultés qu'ils ont connues, je pense que quand même l'État aurait pu penser à ça et puis réfléchir sur ce côté-là. Alors, quand on considère que ces élections-là doivent fermer la parenthèse de la crise en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne serait pas bon de faire avec ceux qui sont déjà enregistrés sur cette liste électorale? Bon, oui, mais seulement que ce que nous, à notre niveau, peut-être que c'est aussi une possibilité, mais il faut quand même donner la possibilité à d'autres Ivoiriens quand même de choisir qui sera leur candidat. Ma foi, compte tenu du fait de ce que je viens de décrire, nous, au Parti social-démocrate, nous avons plutôt mis notre position au fait que nous ne voudrions pas réellement que les élections se fassent. Nous aurions souhaité une année électorale sabbatique. Une année électorale sabbatique, ça ne sera pas la première fois en Côte d'Ivoire. En 2005, nous avons assisté aussi à une année électorale sabbatique avec la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Parce qu'il faut dire, est-ce que le problème d'un président règle le problème des Ivoiriens? Oui, peut-être, mais nous, on peut dire non. Parce qu'avec ce qui s'est passé, on a vu que peut-être sur le terrain, au plan des infrastructures, beaucoup de choses sont en train d'être faites, mais au plan humain, il y a beaucoup de frustration. Et en général, c'est les frustrations qui mènent à ce que nous avons connu, c'est-à-dire la crise post-électorale. Donc on aurait souhaité que, pour qu'ensemble, nous puissions nous asseoir et puis trouver les voies et moyens pour qu'on amorce réellement un réel progrès, il faut entamer réellement l'idée d'une année électorale sabbatique. Là, je pense qu'on va trouver des solutions meilleures pour entamer un réel progrès dans ce pays. Alors, ce que vous proposez, c'est déjà fait en 2005 et on a quand même eu la guerre. Est-ce que rééditer cette année sabbatique-là ne serait pas courir vers une autre crise? En 2005, il faut dire en 2005, encore là, le pays était peut-être en insécurité au nord. Parce que le reste de la Côte d'Ivoire, plus ou moins, la vie existait, et la République existait, l'institution fonctionnait. Et de l'autre côté, il y avait des gens en armes.
C'était une situation délétère. Mais nous avons regardé cette situation et nous avons décidé que réellement, on ait un gouvernement d'union nationale qui englobe réellement tous les belligérants et le pouvoir en place. Et c'est ce qui nous a permis quand même de mettre les voies et moyens à entamer réellement les élections de 2010 qui malheureusement se sont mal achevées. Mais aujourd'hui où je vous parle, la situation elle est encore plus délétère. Nous avons des armes pratiquement partout, sur toute l'étendue du territoire, dans nos savanes, dans nos forêts. Il y a la CDDVR, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ils ont fait, mais moi je pense qu'ils ont fait la fin. Parce que quand on arme des gens à coups de millions, il faut aussi utiliser assez de millions pour désarmer. Il aurait fallu peut-être que les gens rachètent réellement ces armes à ces jeunes gens qui avaient pris ces armes. Et ensuite, après on soit sûr que le nombre de combattants, en même temps le nombre d'armes saisies, là, je pense qu'au moins à un tiers, on aurait plus ou moins pu résoudre ce problème en matière d'insécurité. Parce que tant que les armes sont encore dans nos forêts, sont tapis dans nos savanes, il y a toujours quand même une petite frayeur à se faire. Il aurait fallu quand même qu'on puisse saisir les armes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut passer maintenant à la deuxième étape qui va consister tout simplement à comment insérer ces ex-combattants. Et je pense que c'est la fin, comme je disais, qui a été faite avec la CDDVR. Parce qu'on nous a fait croire que des armes ont été récupérées, mais quand on voit réellement la quantité d'armes et la quantité d'ex-combattants annoncés, ce n'est pas suffisant. À vous écouter, on dirait qu'il fallait d'abord attendre que toutes ces questions-là soient réglées avant d'aller aux élections. Effectivement. Mais est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens courent vers ce poste de président plutôt que d'essayer de régler le problème. Le problème, il est encore là. Ceux qui sont là, je pense qu'ils font l'effort qu'il faut. Mais ils ne font pas assez. Parce que même lorsqu'ils vont vers les partis politiques, je pense qu'ils font ce qu'on appelle du réchauffé. C'est les mêmes acteurs politiques qu'on appelle, c'est toujours les mêmes amis qu'on appelle. Et finalement, moi, particulièrement, je suis d'une région où je suis chef de terre, héritier. Et chez nous, lorsqu'on veut vraiment régler un problème, on appelle tout le monde. Même des esclaves, on les appelle. On entend réellement ce qu'ils disent, ce qu'ils peuvent apporter réellement à nos solutions. Et puis ensemble, on arrive à voir comment faire réellement pour trouver une solution qui va réellement mettre tout le monde d'accord. Et je l'aurais souhaité quand même qu'il n'y ait pas un certain mépris de la part des gouvernants, que quand on appelle les partis politiques, on soit sûr que la grande partie des partis politiques soit là et que ce n'est pas toujours les mêmes. Parce que nous aussi, nous avons des idées à apporter. Mais malheureusement, on ne nous fait pas appel. Et c'est pour ça que je remercie la télévision telle que la vôtre, qui vraiment qui nous a fait l'aimabilité quand même de nous recevoir ici à votre antenne. Merci, monsieur, pour ces mots gentils. Mais doit-on dire finalement que dans ces conditions, le PSD n'ira pas aux élections? Le PSD n'ira pas aux élections. Moi, personnellement, et les membres de mon parti, nous sommes un peu comme ces généraux qui disent bon, la guerre est entamée, on va à la guerre, mais nous aussi on se met avec nos soldats, on ne reste pas en arrière. Je puis dire qu'aujourd'hui, moi-même qui suis là, je ne suis pas encore enrôlé. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit, parce que je vais être un peu solidaire quand même de mes militants. Rassurez-vous, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, un de mes militants de Miyaki m'appelle, il dit « Ah, vraiment, président, j'ai des problèmes. » Je dis « Il y a quoi ?» Il dit « Ah, ma fille est malade. » En temps normal, ce n'est pas normal que je vous appelle pour ça. Mais je dis « Bon, il faut combien ?» Il dit « 1500. » Alors, comprenez bien que quelqu'un qui vous demande 1500 pour soigner sa fille, on lui demande d'aller se faire enrôler à coût de, je dirais, à pratiquement 15 000 francs, parce que lorsqu'on fait le calcul, c'est au moins 10 000, mais le transport et tout le reste, ce n'est pas possible. Il faut que réellement l'État voit ce côté, parce qu'il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas d'électeurs. Et nous, on aurait souhaité que réellement, sur ce côté-là, on puisse vraiment prendre des prédispositions assez intéressantes. Parce que la carte d'identité, c'est vrai, on finit les élections, mais ça peut servir quand même aux citoyens pour aller faire quelques petites pièces sur tout le reste.
Donc il n'y a pas seulement les élections qu'il faut regarder. Après les élections, alors certains resteront apatrides. Parce que quand tu n'as pas de pièces, tu deviens quoi? Mais est-ce que finalement ce n'est pas un prétexte pour ce petit parti qu'est le PSD pour justifier son absence? Non, d'abord rectificatif parce que le PSD n'est pas un petit parti. Le PSD est un grand parti. Alors vous avez combien de militants? Nous avons aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander même au PDCI de vous donner le nom de militants et puis ils vous diront exactement. On a beaucoup de sympathisants aujourd'hui. Les militants, c'est ceux qui payent dûment leur cotisation. Aujourd'hui, le problème n'est pas seulement au PSD, mais au PDCI ou RDR pratiquement. Il n'y a pas trop longtemps, j'entendais le président Bédier même se plaindre du fait que même au sein même de son bureau, les gens ne payaient pas leur cotisation. Alors, pour les sympathisants, nous en aurons. Les sympathisants sont potentiels. Les Ivoiriens sont nos sympathisants, sans exception. Il faudrait que sur le terrain, on prouve réellement et qu'on donne un programme alléchant. Il n'y a pas de raison que réellement les Ivoiriens n'adhèrent pas au programme du PSD. Et pour vous dire que le PSD est un parti plus vieux que le PDCI, le PDCI est pratiquement né sur les cendres du PSD. Il faut dire que lorsque Houphouët-Boigny est rentré réellement au Parlement français, c'est sous la coupole du SAA, le syndicat agricole africain. Et lorsqu'il est rentré, il était sous la coupole du MUR, Mouvement uni de la résistance, qui était un mouvement français qui travaillait avec les résistants allemands, dont Kurt Schumacher, le président quelques années plus tard du SPD. Et c'est comme ça qu'Houphouët-Boigny, en tant que député, était allé négocier réellement le financement pour les pistes agricoles en Afrique. Et c'est là qu'il a eu le premier contact avec M. Kurt Schumacher d'antan, qui était le président du SPD. Et il a été invité officieusement à Bonn. C'est là qu'il a pu quand même constater une Allemagne reconstruite. Et il a eu l'idée de la création du Parti social-démocrate du Côte d'Ivoire, PSDCI. Et il a demandé à ses amis du syndicat agricole en Côte d'Ivoire en 1946 de tenir une assemblée générale extraordinaire. Et l'assemblée générale s'est tenue à l'hôtel Étoile du Sud de Treichville qui existe encore. Et c'est à la suite de ça que finalement l'idée de la création d'un parti a été adoptée par tout le monde. Mais ce qui va faire que le PSD sera aussitôt enterré, c'est qu'il y a un vieux qui va faire quand même une petite remarque à Houphouët et qui dit à Houphouët, on est d'accord pour la mise en place du parti, mais est-ce que De Gaulle est d'accord pour le parti naissant? Et c'est ce qui réellement va tirer l'attention d'Houphouët. Et il va voir que réellement, c'est vrai, mais le Parti social-démocrate fait partie de l'international socialiste. Est-ce que réellement il faille laisser cette dénomination? C'est comme ça, très tôt, il a envoyé Léon Robert contacter encore le responsable du SPD. Et ils leur ont dit non, il n'y a pas de problème. Nous allons même travailler ensemble, même si la dénomination changeait. Et c'est comme ça que le PSDCI a donné place au PDCI. Votre rappel historique tend à montrer que Félix Houphouët-Boigny n'est pas un socialiste fondamentalement. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament héritiers d'Houphouët-Boigny, qui forment le RHDP, ne sont pas des héritiers d'Houphouët, du moins sur le plan idéologique? Moi, il faut que je dise, les dirigeants du PDCI actuellement sont pas, je pense qu'ils sont dans le concept réellement idéologique. Parce que PDCI en temps normal, c'est un parti capitaliste. Mais Houphouët-Boigny, c'est comme on dit, je prends une carcasse de voiture BMW et je mets un moteur Toyota. Donc le parti PDCI a été conduit sous la houlette réellement d'une idéologie social-démocrate. Et le président Yassé Philippe aimait à le répéter, nous avons dirigé ce pays avec un des socialistes les plus hardis. Et les sociaux-démocrates d'Allemagne ont toujours été du côté d'Houphouët-Boigny. Jusque même à l'indépendance, en 1960, Dieu merci, on avait le Willy Brandt, le Edelman, qui était en son temps président, il y avait le Helmut Schulz et tout le reste. Et c'est eux qui ont permis à la Côte d'Ivoire de faire le miracle ivoirien. Alors, quelle est votre réaction aujourd'hui quand le président Alassane Ouattara est présenté comme l'héritier de Félix Houphouët-Boigny? Vous pensez que... Écoutez, lorsque quelque chose est bon, tout le monde peut se réclamer d'être réellement... Ça nous fait très plaisir qu'aujourd'hui tout le monde se dit héritier d'Houphouët.
Bon, on ne peut pas dire à un enfant qui arrive à la maison, qui dit, bon, votre papa, c'est mon papa, que c'est pas... non, c'est pas ton papa. C'est tant mieux si tout le monde aujourd'hui se proclame être réellement héritier d'Oufoué. Mais il faut le dire, il ne s'agit pas de crier héritier d'Oufoué. Il faut que réellement sur le terrain, on sache que vous êtes réellement des héritiers d'Oufoué. Et qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Sur le terrain, je pense qu'on fait tout, mais nous ne voyons pas réellement des enfants qui ressemblent à Oufoué. Ça, il faut le dire, parce que la politique, c'est un jeu... l'homme politique est un philanthrope. Et le philanthrope, c'est celui qui aime l'homme et qui veut améliorer ses conditions. Houphouët-Boigny aimait l'homme. Et je prends l'exemple, si tu veux élever des poulets et que tu n'aimes pas les poulets, ils risquent de crever dans tes mains. Pour faire de la politique, il faut au préalable aimer l'homme. Aujourd'hui, on a un certain mépris. C'est vrai, on crée certains développements et tout le reste, mais je pense que l'humanitaire devait un peu être pris en compte. Nous avons aujourd'hui des castes de maisons, de quartiers précaires entre griffes. Mais en son temps, je vais vous rappeler quelque chose. Lorsqu'on devait faire l'extension réellement de l'aéroport, Houphouët-Boigny a localisé un endroit à Yopougon. On a viabilisé, je dis bien viabilisé, et dans l'urgence, on a remis de l'argent à ces individus. Et aujourd'hui, ils sont dans ce quartier qu'on appelle Port-Boué 2. Alors, si aujourd'hui vous constatez que les gens sont dans des situations précaires, il faut réellement créer les conditions de sorte qu'ils aillent dans des endroits où ils ne deviennent plus réellement une insécurité pour le reste des Ivoiriens. Parce qu'ils sont partis, on a cassé où ils sont partis, on ne sait pas. Alors, si Houphouët-Boigny était là, je pense que la méthode utilisée par ceux aujourd'hui qui se réclament être des enfants d'Oufoué ne serait pas la même chose. Alors, une question d'un tout autre aspect. Vous êtes aussi, le Parti social-démocrate est aussi membre de l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques, qui est une coalition politique de l'opposition. Alors aujourd'hui, quelle est votre position vis-à-vis des différents protagonistes de la crise au sein du FPI, qui est le principal parti de cette coalition? D'abord, nous ne sommes pas membres de l'AFD, nous sommes membres de l'Union des forces de gauche ivoirienne. Je n'aurais jamais accepté de rentrer dans un groupe hétéroclite. Parce que je préfère rentrer dans un endroit où les gens ont le même langage que moi. Parce que à la fin, on gagne le combat et on doit partager, on fait comment? Si on n'a pas la même vision. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer avec le PIT, l'Union des forces de gauche, aujourd'hui qui comprend 5 partis. Et le dernier qui est rentré, c'est le Parti révolutionnaire, le Parti communiste révolutionnaire. Alors, nous, au sein de l'Union des forces de gauche, les partis sont autonomes. Nous sommes autonomes, chacun fait ce qu'il veut, mais nous respectons aussi l'ordre. Aujourd'hui, là, je ne parle pas au nom de l'UFJ. Et je parle en tant que président du Parti social-démocrate. Donc, partant, ce qui concerne les autres, nous ne pouvons pas trop polémiquer dessus. Alors, toute dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du débat autour de l'éligibilité de l'actuel président? D'abord, c'est pour tout ça. Il y a tellement de problèmes. C'est pour tout ça que nous avons réellement opté pour une année électorale sabbatique. Mais aujourd'hui, pour vous, en tant que responsable de parti, le président Alassane Ouattara, qui brigue un second mandat, est-il éligible ou non? Je reviens encore dessus. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les problèmes qui nous ont amenés à la crise post-électorale demeurent, et encore pire. Parce qu'il y a quelque temps, les morts se comptaient peut-être dans les zones occupées par les forces nouvelles, entre griffes. Mais aujourd'hui, les morts se sont comptés dans tout le reste de la Côte d'Ivoire. Donc, les problèmes sont nombreux. Il ne faudrait pas en rajouter. Et c'est pour régler tous ces problèmes que le Parti social-démocrate a décidé d'aller pour opter pour une année électorale sabbatique. De toute façon, nous sommes... Bédier dit la même chose que nous. Mais seulement que lui, il est dans un groupe. Et il respecte comment on appelle, je dirais, la discipline du groupe. Et c'est déjà une gestion collégiale du pays. Alors, nous, au Parti social-démocrate, au moment où il y a une gestion collégiale, Bédier dit, bon, allons voter telle personne. Mais nous, au lieu de faire comme Bédier, nous, on dit non, allons tout simplement à la mise en place d'un
d'une gestion collégiale réellement du pays, donc à une année électorale sabbatique, de sorte que cette gestion collégiale qui est réellement phagocytée par le RHDP s'étende au reste de l'opposition. Comme en 2005, on fasse réellement un gouvernement d'union nationale et nous verrons réellement dans les années à venir qu'est-ce qu'il faut faire. Merci M. Akadje. C'est la fin de ce numéro de l'invité politique. Nous recevions M. Séraphin Olivier Akadje, président du Parti social-démocrate de Côte d'Ivoire. À bientôt sur le débat.tv pour un autre invité politique. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Du 6 au 9 août prochain, la ville de Yamoussoukro accueille la toute première édition du Festival de gastronomie et de musique. Rencontre de professionnels franco-ivoiriens de la gastronomie, concours culinaire et musical, le FEGAMI vous fait découvrir toute la richesse culinaire du terroir ivoirien. Du 6 au 9 août prochain, vive les vacances!